Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, une thématique que je voulais aborder depuis un petit moment, mais que je ne voulais pas aborder tout seul parce que je ne maîtrise pas, on va dire, tous les tenants et les aboutissants. Bon, ça fait un petit moment que je lis énormément sur le sujet et que je me forme également, mais je voulais avoir un spécialiste qui est avec nous aujourd'hui, donc Aurélien, qui est donc sur le sujet, sur l'expert de la reprise d'entreprise et comme il le dit lui-même, reprise d'entreprise et upgrade d'actifs. Et on va parler de ce sujet passionnant. On va parler notamment des risques, des avantages, des différentes opportunités, des différents types d'entreprises. Le financement aussi, une question qui revient très très souvent. La croyance numéro un, voilà, comme les techniques pour y arriver sans apport, ses réussites, ses difficultés. Donc je vais lui donner la parole 30 secondes pour se présenter. Aurélien, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Bonjour François, vraiment merci pour cet accueil. Ça me fait très plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Aurélien Schneider, j'ai 36 ans, je suis papa de 3 enfants et je fais de la reprise d'entreprise depuis 11 ans maintenant. Voilà. Puis après, si tu as des questions par rapport à mon parcours, je serai ravi d'y répondre. Bien sûr, alors oui, alors 11 ans, ça commence à faire. Tu as eu, j'imagine, des grandes réussites et des grandes difficultés. Allez, on va rentrer de suite dans le vif du sujet parce que j'ai reçu alors je reçois de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est aussi un business model qui est à la cote en ce moment, parce que ça c'était pas du tout le cas il y a 5 ans, par exemple. Je ne sais pas de ton côté, mais en tout cas, bon, il y a des modes aussi, hein. Il y a eu le dropshipping, il y a eu l'infoprenariat, il y a eu, beaucoup de choses. Hem Quels sont les risques et les avantages, on va commencer, on va être très large, de la reprise d'entreprise? On va essayer vraiment de allez, imaginons que les personnes qui nous écoutent, toi en ce moment auditeur, tu n'y connais rien et on va faire vraiment une émission, on va introduire le sujet et on va te donner les clés pour, à la fin de l'émission, que tu puisses prendre des décisions si c'est fait pour toi. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui redevient à la mode, et qui est vieux comme le monde, si tu veux. La reprise Oui, d'entreprise, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Moi, j'ai l'habitude de dire, même si c'est pas forcément vrai, mais j'ai l'habitude de dire que ça a été créé en 1848. C'est Samuel Brannan qui a racheté, tu sais, tous les magasins qui vendaient des pelles et des pioches en oui, Californie. OK, très Et, intéressant. et quand il a racheté ces pelles et ces pioches, et puis tous les magasins qui vendaient ces outils d'orpaillage, il a pris une grosse pépite et il a fait le tour des bars en disant: «Oh, il y a de l'or à tel endroit, un peu au fond». Et en fait, il a créé une forme de buzz et c'est ça qui a lancé la ruée vers l'or, en fait. Et quand les gens sont arrivés pour faire la ruée vers l'or, évidemment, ils avaient besoin d'acheter tout le matériel, enfin, ou de le renouveler, etc., etc. Et il n'y avait qu'un seul fournisseur, c'était lui. Et donc, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu lui qui est un peu l'aspirateur de la reprise d'entreprise. Donc, tu vois, c'est un modèle qui est un peu, enfin, qui est assez vieux, en fait, mais qui Bien sûr. redevient aujourd'hui à la mode parce qu'il y a des modes un peu infoprenariales comme tu l'as présenté. Et on a eu le dropshipping, on a eu des modèles comme l'agence digitale, et je sais que tu as Tout à contribué fait. Oui, à oui, oui. ça, qui est un super modèle d'ailleurs, sur lequel j'ai beaucoup communiqué à une époque, parce que c'est vraiment en partant de zéro, on peut vraiment avoir des résultats très intéressants. Et donc, il y a une communication qui se crée, qui est assez forte aux États-Unis et qui effectivement vient en France avec bon, voilà, de la vente de formation, de la communication autour de ça, de la popularisation de ce mode d'entrepreneuriat qu'est la reprise d'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une appétence de plus en plus forte de jeunes repreneurs et on va pouvoir en parler parce que quand je dis jeunes repreneurs, c'est des repreneurs qui ont en dessous de 46 ans et qui viennent avec des nouveaux développements et une nouvelle vision. Si tu veux, dans la reprise d'entreprise, l'âge moyen aujourd'hui, c'est 46 ans. D'accord. C'est-à-dire que Tu ne sors pas 46 au hasard, oui. voilà, c'est pas 46 au hasard. C'est que la moyenne, c'est 46 ans. Pourquoi 46 ans? Parce que c'est souvent des cadres qui arrivent un peu sur un plafond de verre dans leur parcours professionnel et qui, pour continuer à progresser, à évoluer, voient la reprise d'entreprise comme la poursuite de leur évolution. Et très souvent, ces cadres-là vont sortir de grands groupes ou d'entreprises avec un billet. Tu vois? Ils vont sortir avec peut-être 100 000 ou 200 000, ils vont négocier leur Oui, oui, oui. licenciement, et cetera. Et donc, ils vont pouvoir arriver avec des apports qui vont être des apports assez importants et se positionner sur des entreprises dans lesquelles ils vont s'impliquer fortement. Ils vont le considérer un petit peu comme un travail, en fait, un travail plus plus. Bon. Et à côté de ça, du fait de
cette mode, même si je ne sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, cette appétence, cet enthousiasme pour la reprise d'entreprise, eh bien, on a des entrepreneurs plus jeunes, d'accord. Donc, ça va de 18 ans jusqu'à nos âges où, voilà, il y a toute une mode de gens qui, par l'appétence de l'entrepreneuriat qui est très très forte avec les années, se dirigent aussi vers la reprise d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est très rapide, dans lequel ils peuvent ne pas partir de zéro. Et ça, c'est un point important pour les gens qui vont faire de la reprise d'entreprise, parce que partir de zéro, pour certains, ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça peut être challengeant. Et le fait de partir directement sur une entreprise qui tourne déjà, dans laquelle on peut déjà se payer, dans laquelle il y a une clientèle, enfin voilà, tout l'écosystème est déjà présent, ça va intéresser un certain nombre de personnes. Et ces entrepreneurs-là, qui est plutôt les gens qui vont t'écouter ou m'écouter moi, sont des gens qui vont aller assez vite, d'accord, et qui vont pas avoir des apports aussi importants que les gens de la génération d'avant. Voilà. Et qui vont se Oui. dire, ben, comment on va faire, nous, pour reprendre des entreprises, mais moi, je n'ai pas 100 000 euros sur mon compte en banque, je n'ai pas 200 000 euros. Donc, comment je peux trouver des stratégies de financement, de montage, pour ne pas aller sur enfin, voilà, des apports qui soient aussi importants. Oui, parce que de loin, effectivement, j'imagine que ce que tu as souvent comme interrogation, c'est un business model qui paraît complexe et qui demande beaucoup d'argent, surtout comparé au business model qu'on vient de citer. Et je pourrais rajouter d'ailleurs sur ce qu'on vient de dire, notamment pour les plus jeunes, qui connaissent, globalement, que internet ou qui ont même vécu qu'avec internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de modes sur la digitalisation, sur énormément de business models comme ça, mais avant 2000, ça existait déjà le business, tu vois? Et et même pendant des siècles. Et la reprise d'entreprise, c'est quelque chose, voire même pour certains, ne jure que par ça. Et et même dernièrement, tu as fait une vidéo sur ta chaîne, Aurélien, où tu avais mis que sur les 42 plus grands milliardaires, je crois que c'était français ou mondial, je ne sais plus. Français, c'était français, français, français. Français, et il y en avait trois quarts, je ne me rappelle plus le chiffre 32, exact, ouais. et voilà, de 32 sur 42 qui étaient devenus milliardaires ou en tout cas qui l'étaient, clairement, par la reprise d'entreprise. Donc c'est un business model, qui au bout d'un moment, donné, je pense même pour des profils un peu plus complexes ou vraiment qui ont énormément de capitaux, ça devient le plus simple. Ça devient le plus simple parce qu'il y a les capitaux et dans tous les cas, ça pérennise, un patrimoine qui est énorme certes, mais donc c'est clairement quelque chose qui est utilisé par les plus grands, en tout cas les plus grandes richesses, de la planète. Donc aujourd'hui, peut-être que, tu me contrediras si je dis une bêtise, mais c'est aussi, peut-être que ça revient à la mode parce qu'il y a un côté aussi de digitalisation des entreprises qui sont reprises, justement, dans une idée de faire croître le chiffre d'affaires sur des entreprises, qui sont peut-être pas aux pointes de la digitalisation, et c'est pour ça qu'il y a aussi potentiellement beaucoup d'opportunités sur ce point. Ouais, voilà. Alors, c'est ça qui est très intéressant et que moi, c'est sur ce sur quoi je mets l'accent, c'est quand je reprends une entreprise, je reprends un potentiel surtout. C'est-à-dire que je ne reprends pas une entreprise qui, juste pour la faire tourner, je veux que de un de chiffre d'affaires, elle passe à 2, que de un de rentabilité, elle passe à 4. Tu vois? C'est vraiment aller chercher beaucoup de croissance dans les entreprises que je reprends. Mmh, Et mmh, mmh. j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce que c'est très important en fait dans le financement, sur plusieurs aspects, c'est très important. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir faire pivoter l'entreprise qui va tourner un peu de façon papy-mamie et de la rendre beaucoup plus dynamique avec les développements que l'on peut connaître. Et la digitalisation, évidemment, c'est un des leviers les plus intéressants que l'on peut avoir quand on reprend des entreprises, parce qu'il y a, malgré le fait qu'on nage tous les jours dans cet écosystème, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises qui sont très en retard sur la digitalisation. Oui, C'est oui, vraiment bien sûr, un levier de croissance qui est bien sûr. complètement sous-estimé, méconnu. La gestion des réseaux sociaux, tu vois déjà, la page Facebook, tu regardes des grands groupes, la page Facebook, elle tourne pas, ou les groupes Facebook, ils en ont pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'Instagram, il tourne peu. Enfin, tu vois, on est vraiment Bien sur sûr. des Beh, retards. là, tu vois, j'ai un excellent exemple dans mon mastermind. Bon, là, la promo, dernière est terminée, là, hein, parce qu'on parle de promo 2020, et j'ai un des élèves, il s'appelle Aurélien d'ailleurs, je pense qu'il écoute, cette émission, salut à toi, et qui a fait une reprise d'entreprise et qui justement va, digitaliser, cette entreprise. Parce que bon, quand on achète une entreprise, bon, on achète certes
très certainement aussi une machine à cash qui génère déjà quelque chose, qui a déjà des offres établies, Oui. mais on cherche aussi un potentiel de fois 2 fois 3 fois 4 fois bien plus potentiellement. Mais là, Aurélien, pour le coup, donc membre de mon mastermind, c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait financer par la banque et il sait déjà, enfin, on a vu plusieurs fois ensemble, on a créé son business plan qui a une certaine croissance à venir, dans les années à venir et il peut passer de cette entreprise qui est déjà très, très bien établie, mais qui a quasiment rien de fait en ligne et il peut l'amener très rapidement à 1 000 000 alors que là, elle est à 200 000 300 000 € si je me trompe pas. Donc c'est excellent, surtout que tu peux faire ça de suite. C'est pas non plus quelque chose qui demande énormément, de compétences et alors si tu peux développer sur un sujet, parce que j'ai vu qu'aussi il y a beaucoup de contenu sur le sujet, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais je vois des fois, il y a 2 modèles, à l'anglo-saxonne et à la française, sachant qu'il y a quand même un petit peu de paperasse à faire, il y a des démarches à faire, elles sont complètement différentes. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire là-dessus? Oui, alors, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, juste avant, je compare la reprise d'entreprise à l'immobilier locatif, tu vois? Et je sais qu'on a des investisseurs Oui, qui nous écoutent, je suis moi-même investisseur et oui, il y a beaucoup quand on d'investisseurs fait de immobiliers. l'immobilier quand on fait de l'immobilier locatif et quand on veut chercher de la rentabilité, on va, par exemple, prendre, un appartement ou une maison qu'on va diviser, dans lequel on va faire des travaux, des aménagements, d'embellissement et la reprise d'entreprise, on pourrait faire un peu la même comparaison. C'est-à-dire qu'on va prendre une entreprise et puis on va faire aussi des améliorations. On va créer beaucoup de valeur dans l'entreprise qui va in fine créer de la richesse. Dans tous les cas, c'est assez rare, ça existe, mais c'est quand même assez rare que quelqu'un qui veut faire de l'immobilier locatif, il se dise tiens, je vais construire la maison ou je vais construire l'immeuble de A à Z et puis après je vais le louer. En règle générale, on reprend déjà quelque chose qui existe déjà. La plupart Et du temps, c'est ça, oui, bien sûr. voilà, et un peu dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas cette culture-là. Dans l'entrepreneuriat, on est plutôt dans la culture de se dire, non, il faut que je parte de zéro parce que je veux mettre mon identité, mon énergie dans le projet. Mais partir de zéro, c'est un petit peu comme créer l'immeuble de zéro. C'est-à-dire qu'il faut déjà construire les fondations, il faut couler les fondations, il faut les faire sécher, il faut construire. Et avant d'avoir les premiers loyers, il peut se passer un peu de temps avec la complexité de la construction, qui est un autre métier que la location. Et Et voilà, je oui, voulais c'est faire un c'est une petit bonne peu ce comparaison parce parallèle-là. que dans les 2 cas, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que tu achètes à la fois une machine à cash, donc qui va générer des revenus, loyer et chiffre d'affaires et aussi potentiellement, bah, un potentiel d'augmentation du patrimoine. Donc là, c'est l'immobilier déjà où on va négocier, qui va prendre de la valeur par les travaux et là aussi, c'est-à-dire par le fait qu'on va apporter plus de valeur, qu'on va optimiser les process, qu'on va digitaliser et même dans tous les cas, j'imagine que bon, il y a une petite question de négociation au début également. Oui, il peut y avoir une question de négociation. Pour les gens qui sont déjà un petit peu intéressés à la reprise, on se rend compte que toutes les entreprises sont surcotées. Ok, c'est vraiment un phénomène qui est important. Quel que soit le contexte, etc., les entreprises valent toujours trop cher par Oui. rapport à ce qu'elles valent réellement. Pourquoi? La réponse, elle est assez simple, en fait. C'est que l'enjeu émotionnel, il est très important. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, euh, je crois que c'est un dirigeant d'entreprise sur 4 ou sur 5, je ne sais plus, qui doit partir à la retraite. On est dans la génération du baby boom. Il ne faut pas Ah oublier ça qu'il c'est y a effectivement les boomers, là, ça y va. voilà, et donc tous ces gens-là qui ont des entreprises, ils cherchent aujourd'hui à les céder, ou en tout cas, ils n'anticipent pas la cession. Ce qui fait on sait qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a 240 000 entreprises qui sont en état d'être vendues sur le marché français, d'accord? Et on a entre 30 000 et 45 000 de ces entreprises qui ferment faute de repreneurs. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens. Énorme. D'ailleurs, on connaît tous des entrepreneurs. Moi, des repreneurs, j'en connais quelques-uns parce que c'est mon business, mais on en connaît très, très peu des repreneurs. C'est un milieu très, très fermé. Donc, il faut bien des gens quand même pour acheter toutes les entreprises qui existent avec tous ces dirigeants qui partent en Ah oui, oui, retraite. oui. Donc, on a effectivement eh bien, ce phénomène-là de tous ces dirigeants du baby boom qui ferment leur entreprise avec les licenciements qui vont avec, etc., parce qu'ils ne trouvent pas des repreneurs. Et puis après, sur les 240 000, je n'ai pas les statistiques exactes, mais toutes, dans tous les cas, ne sont pas cédées parce qu'il y a une pénurie, en fait. Il manque des repreneurs dans notre modèle, dans notre écosystème français, mais c'est même à l'international. Il y a peu de repreneurs parce que c'est un modèle sur lequel il y a des préjugés très, très forts. Et puis, on pense qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont trop fortes pour y accéder, alors qu'en fait, Mmh c'est pas mh. vrai. Comme le financement, on pourra en parler plus tard. Par Bah, rapport à ce que oui, autrement dit, vas-y. c'est-à-dire qu'aussi que tu nous donnes, cette information que c'est une énorme opportunité. C'est-à-dire qu'il y a limite plus,
d'opportunités que de repreneurs. Donc on a le choix. Donc c'est aussi indirectement plus facile de faire son marché et de négocier dans un sens. Donc c'est vraiment très intéressant sur ce ratio offre-demande. Ouais, c'est très, très intéressant et donc on a, malgré cette situation très favorable, on a un paradoxe d'avoir des entreprises qui sont trop chères et pourquoi elles sont trop chères? Parce que les enjeux émotionnels sont trop importants pour les cédants. Il faut bien s'imaginer que les Ah gens oui, qui vendent leur entreprise aujourd'hui, c'est des gens c'est qui ça. travaillent, qui passent plus de temps dans l'entreprise que chez eux ou avec leur femme. Ils y bossent 50 à 60 heures semaine, d'accord? Depuis 40 Et ans. c'est depuis 40 ans et comment tu veux expliquer, comment tu veux négocier avec quelqu'un que c'est son bébé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est Et de c'est l'immobilier fois 1000 là, oui. voilà et on peut pas négocier, en disant: «Bah, tiens, je vais te proposer, tu me proposes 200, je vais te proposer, 150». Parce que en fait, c'est une insulte auprès de la personne à qui on le fait. Donc quand on fait ce jeu de négociation, c'est d'ailleurs des fois pas de la négociation, mais c'est juste un questionnement et on est évidemment très empathique par rapport à la situation du dirigeant qui dit qu'il veut vendre et des fois il veut pas vraiment vendre et cetera. Donc on est dans le cerveau droit à fond en fait et donc, on va beaucoup discuter avec lui et puis on va beaucoup échanger avec lui et on va, par un jeu de questions, lui faire prendre conscience que son entreprise est surcotée. Mais on ne va pas y aller frontalement en disant, bah, écoutez, moi, je vous propose 180 parce que c'est des approches qui ne marchent pas du fait de ces implications émotionnelles qui sont, encore une fois, très, très Oui. importantes. Alors après, j'imagine, c'est comme l'immobilier. Bon, je fais la comparaison souvent avec l'immobilier parce que je me connais mieux sur l'immobilier, Oui, mais il doit y avoir quand même des gens qui vont donner une valorisation par eux-mêmes, et même vraiment trop élevée parce que c'est leur bébé. Et à l'inverse, il y en a qui vont faire peut-être un petit peu plus de façon professionnelle, comme certains dans l'immobilier vont faire appel à des experts extérieurs et ils vont faire une valorisation de l'entreprise par un cabinet extérieur. Donc, j'imagine aussi que des fois, il doit y avoir voilà. des erreurs dues à l'émotionnel de la valorisation de l'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vas avoir 2 types de profils. Tu vas avoir les profils émotionnels qui sont quand même assez majoritaires et puis tu vas avoir des profils cerveau gauche cette fois-ci, plutôt, bah, voilà, business, arithmétique, moi je vends une entreprise et qui vont être un peu dans ce mood-là et Oui. ces gens-là, c'est paradoxalement, ça va être plus facile de discuter avec eux parce qu'on va parler chiffres et les chiffres sont décorrélés de l'émotionnel en disant: «Bah, regarde, ton entreprise aujourd'hui, elle me permet de payer tant d'annuités à la banque si je choisis de faire un financement bancaire, ce qui n'est pas obligatoire, mais si je choisis de le faire. Et donc, comme je peux payer tant auprès de la banque ou tant avec un investisseur à mes côtés, eh bien, en fait, on est rationnel dans l'approche. Tu vois. Et donc là, c'est une autre négociation et c'est des négociations qui peuvent être plus simples. Mais c'est vrai que tu peux avoir des gens qui vont être dans le cerveau droit et qui vont surcoter leur truc parce qu'ils auront effectivement pas du tout fait appel à ils auront mal valorisé leur entreprise parce qu'ils la valorisent sur des éléments qui sont des éléments très subjectifs et pas des éléments objectifs. Alors ça m'étonne pas et alors juste petite parenthèse, parce que j'ai reçu la question il y a pas longtemps sur la valorisation. Alors justement comme moi-même je parle de plus en plus de mon private equity, du fait que j'investis dans les entreprises, ça revient de plus en plus. Alors la valorisation, c'est un outil à la fois très utile, mais aussi qui veut dire parfois pas grand-chose. Parce que c'est utile notamment pour comparer, parce qu'il faut bien un chiffre sur lequel on va comparer différentes entreprises, encore plus start-up, parce qu'une entreprise qui démarre, donc elle a même pas forcément fait beaucoup de chiffres et des fois même pas de bénéfices. Donc une valorisation, c'est un excellent chiffre sur lequel se baser, sur négocier pour acheter des parts, pour se positionner. Mais des fois, une valorisation, ça veut encore moins dire qu'un chiffre d'affaires. Parce que des fois, un chiffre d'affaires, on le sait très bien, c'est pas parce qu'on fait 1 million qu'on a 1 million dans la poche, des fois on en a 10 fois moins. Mais une valorisation, des fois, on peut avoir une grosse valorisation sans que l'entreprise ait fait le moindre chiffre d'affaires. Donc, il faut faire très attention. Bon, là, c'est pas le cas parce qu'on parle de reprises d'entreprises qui font déjà des chiffres depuis des années, hein. Mais la valorisation, il faut faire très attention. Des fois, j'entends des chiffres valorisés 10, 20, 50 millions, ainsi de suite. Mais très attention, ça peut être une entreprise qui n'a pas encore fait de chiffre. Donc, voilà, parenthèse fermée. Valorisation, faites vos devoirs et regardez bien en quoi ça correspond. Donc, on va enchaîner, Aurélien. Quels sont comment on repère une opportunité? Voilà, comment on fait pour trouver une pépite et à l'inverse, justement, vers quelles entreprises il ne faut surtout pas aller? Oui, alors, je voulais juste rebondir sur la Bien sûr. valorisation. La valorisation, en règle générale, le juge de paix de la valorisation, c'est le financement. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de déclencher le financement dans la reprise d'entreprise. Essentiellement, ça va être ça, c'est-à-dire que, quand on a des valorisations trop importantes, en fait, on va pas avoir le financement et le Oui, juge de paix va te dire de pouvoir le fixer par rapport, de cette façon-là. OK.
Alors, ta question, c'était comment On on fait repère pour… une pépite, à l'inverse, comment on fait pour pas tomber dans un piège qui pourrait paraître sympathique, mais sur lequel il ne faut pas aller? Alors, il faut distinguer dans cette question-là deux choses. La question du sourcing, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve les entreprises, et la question des critères d'investissement qui sont quels sont les critères que je dois suivre pour pas me planter sur l'entreprise que je reprends. Alors, les critères d'investissement, il y en a plein, ils sont très intrinsèques. Enfin, il y a une partie qui est intrinsèque à la personnalité du repreneur, c'est-à-dire à l'entrepreneur qui est en face. Et sur ces critères intrinsèques, je dirais, enfin, moi, ma croyance à moi, c'est qu'il n'y a pas de grande réussite sans un grand enthousiasme. D'accord. Je connais, Ouais, je je connais confirme pas. à 100. Je Mais c'est connais pas valable de pour tout, hein. milliardaire, je connais pas de milliardaire qui soit profondément passionné par ce qu'il fait. Enfin, il me semble que ça n'existe pas, sauf, je parle entrepreneuriaux, hein, je parle pas d'héritier. Mais on est obligé d'être guidé par l'envie, par l'enthousiasme, par ce qui nous fait vibrer, tu vois, vraiment se lever le matin avec une vibration très très haute. Et donc ça, je dirais que le premier des critères selon moi, c'est vraiment de prendre une entreprise, soit dans un secteur d'activité qui nous fait vraiment vibrer à 1000%, parce que ça va être très facile de trouver les clients, on connaît déjà l'écosystème, on a déjà une bonne maîtrise du secteur d'activité dans lequel on est, soit de prendre une entreprise parce qu'on est très bon sur un process, sur une façon de faire. Je sais pas, moi, on a une dynamique RH très bonne parce qu'on est fluide dans nos connexions sociales, ou on est très bon dans les process de gestion, on est très bon dans des process financiers. Et donc là, on va être transversal, on va avoir des reprises qui vont être transversales par rapport au secteur, mais on va se focus sur des entreprises qui ont peut-être une lacune dans un process, dans une façon de faire dans lequel on est très très bon. Dans tous les cas, pour ce point intrinsèque, c'est important d'être, selon moi, en maîtrise au moins à 80% avant de reprendre l'entreprise. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je reprends euh, dans la restauration, ok, c'est quand même bon, c'est quand même bien de connaître un peu la restauration. Je ne dis pas d'être chef cuisinier, mais de connaître déjà un petit peu les rouages, les codes, ben voilà, aujourd'hui, les wok, par exemple, ça marche très fort. Les sushis, c'est quoi la tendance? Enfin, d'être quand même, peut-être même qu'en tant que client, être très au fait des nouvelles tendances et de ce qui va se passer autour de ça. Donc, je dirais une approche à Mmh. 80%, et dans les 6 mois après la reprise, d'être à 100% en maîtrise, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on fait, on est expert de son domaine, quoi. OK, Et alors, puis bah, du après, coup, il y en a certains, je te coupe, mais j'en vois venir certains qui écoutent cette émission et disent: «Oui, mais moi j'ai 20 ans, je n'ai absolument aucune expérience» ou à l'inverse: «Moi j'ai été salarié toute ma vie, j'ai 45 ans, j'ai jamais fait de process». Est-ce qu'à ce moment-là, on prend quelqu'un dans notre board, par exemple? ouais, alors c'est bien parce que on va répondre à la question à laquelle j'ai pas répondu, qui était la question anglo-saxonne tout à l'heure. Euh, Déjà, je pense que c'est une croyance, d'accord? Et c'est une croyance qui est fausse parce qu'on est toujours très, mais en fait, c'est difficile de le voir, mais on est toujours très très bon dans un certain nombre de domaines. Mais comme c'est pas forcément des domaines qui sont valorisés sociétalement par la société, par sa famille, par ses amis, on va soit en avoir honte ou Ça, soit on c'est va le sûr, faire oui. de son côté. Un exemple, les jeux vidéo. Je veux dire, alors c'est peut-être le préjugé du jeune de 20 ans qui joue aux jeux vidéo, mais les jeux vidéo sont quelque chose qui est euh, un peu délaissé par la société. Enfin, c'est pas valorisant de dire Oui, qu'on oui, est oui. addict aux jeux vidéo, d'accord? Pourtant, on a une expertise forte, il y a un véritable marché, et je pourrais peut-être potentiellement faire une reprise dans ce domaine-là parce que justement, j'en ai l'expertise. Euh, j'ai- ou les mangas, enfin des choses qui ne sont pas forcément reconnues, encore une fois, par la société, et dans lesquelles on est très très bon. Mais dans tous les cas, c'est simple, il faut prendre son historique Google, d'accord, parce qu'il existe, ou son historique Facebook, de son mur Facebook, ou de ses consultations Facebook sur les 6 derniers mois, et regarder ce vers quoi on a le plus tendance à aller, ce vers quoi on s'informe naturellement, ce vers quoi c'est facile pour nous. Bon. Et puis, à côté de ça, tu as posé la question qui est la question du board, c'est-à-dire du fait de savoir si oui ou Ouais, non, de à, s'entourer un minimum ou pas, à un d'ailleurs. moment, je ne devrais pas m'entourer, parce que même si j'ai une appétence dans un secteur d'activité, est-ce que mettre des gens qui ont une expertise autour de moi, c'est intéressant? Alors, oui, c'est intéressant, mais ça doit être fait simplement. Et l'approche, tu me posais la question
tout à l'heure de la différence entre l'approche anglo-saxonne et l'approche francophone, elle est essentiellement celle-là. C'est-à-dire que quand on a une approche anglophone, le board va être essentiel dans la levée du financement. C'est-à-dire qu'on va s'entourer de gens qui font ça depuis très très longtemps. Et comme on va s'entourer de gens qui font ça depuis très très longtemps, on va s'assurer d'une légitimité qu'on n'aurait pas personnellement par une équipe qui va nous entourer. En France, ça, c'est beaucoup moins vrai. C'est pas parce que tu vas t'entourer de 5 ou 6 personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans le secteur dans lequel tu veux aller que tu vas forcément lever le financement. Mais il est très intéressant de s'entourer de gens qui vont avoir une expertise là où sont nos propres carences. Et moi-même, à mon propre niveau, puisque je suis à un niveau, et c'est en fait, c'est vrai à tous les stades de croissance, on s'entoure toujours de gens qui sont meilleurs que nous dans un certain nombre de domaines. Bien Et sûr, sur le principe, ça c'est typiquement, vrai, oui. ça va être, ça peut être dans le financement. C'est-à-dire que moi, j'ai une super idée de reprise. Je perçois, par exemple, que, encore une fois, on va reprendre des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à digitaliser. Il y a des entreprises qui ne font pas l'activité comme elle pourrait être faite. Et ça va vraiment être générateur de richesse et de croissance. Par contre, je suis pas banquier, j'ai jamais fait une levée bancaire où j'en ai fait peu. C'est bien de s'entourer de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et là, effectivement, c'est de faire une association, un partenariat, bref, un contrat entre toi et cette personne, et puis de te lancer comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant et qui va générer beaucoup de vélocité et de rapidité dans l'avancée du projet. D'accord. Alors, c'est sûr que déjà, un point très important, ça c'est valable partout, que tu fasses de l'immobilier ou du business, tu t'entoures toujours de personnes et qui n'ont pas la même expertise que toi ou qui ont les avantages de tes défauts et inversement. Ça, c'est principe Oui, fondamental. Après, c'est intéressant parce qu'effectivement, il faut aussi que ça soit simple pour que ça fonctionne. Il faut éviter de se mettre des contraintes et d'autant plus que j'imagine bien que si tu de suite as un board de 5 personnes, bah, c'est pas 5 touristes non plus, c'est des personnes qui ont des années d'expérience et ça coûte cher. Donc de suite, on prend aussi plus de risques, plus de charges et plus de chances aussi de ne pas y arriver au début. Donc ouais, voilà. Tu as dit quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ, c'est qu'il faut faire hyper simple. C'est-à-dire que ça sert à rien J'ai beaucoup, beaucoup de repreneurs qui viennent à moi et avec qui j'échange, et malgré une certaine expertise quand même dans le secteur, il y a des dossiers que je ne comprends pas tellement ils sont usines à gaz. Mais tu sais, c'est un petit peu de la procrastination active. ah non, mais C'est-à-dire que ça ça je confirme encore une fois à 100. t'es pas dans ton canapé, mais en fait, tu crées un truc qui devient un peu tentaculaire, un peu monstrueux et qui fait qu'in fine ne se réalisera pas parce qu'il est trop compliqué. Il faut faire des choses simples. Il faut faire des choses extrêmement simples. Je veux dire, aujourd'hui, il y a pléthore d'entreprises qui nécessitent juste, on a parlé de la digitalisation, mais il y a plein d'autres biais, il n'y a pas que la digitalisation, qui nécessitent juste d'être reprises et d'être gérées correctement. Alors Juste voilà, ça, bien sûr. déjà. Alors par contre, voilà, on est en train de parler alors c'est sûr qu'en plus le nombre que tu nous donnes est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'opportunités, mais on est en train de parler d'entreprises qui font, voilà, quelques centaines de milliers ou quelques millions par an. C'est sûr que Voilà, si demain on reprend LVMH, va falloir s'entourer un petit peu. Mais si c'est on le ça. fait on commence doucement mais sûrement, quand on reprend une entreprise qui tourne très, très bien, mais qui c'est pas une multinationale, oui, on fait les choses simples, on n'a pas besoin de s'entourer de 10 000 personnes. On peut le faire même tout seul au départ et voilà, il faut un minimum soit d'expertise ou de formation, mais bon, simple, simple. Oui, et tu sais, on dit que il y a 9 entreprises sur 10 qui sont en mode start-up ou création qui ne voient pas les 5 ans, d'accord? Oui. Et il y a qu'une entreprise sur 3 qui ne voit pas les 5 ans quand on est dans la reprise. Parce que dans la reprise d'entreprise, c'est ça, c'est qu'on ne part pas de zéro. C'est ça qui est très intéressant. C'est on ne part pas de zéro. On part déjà avec une équipe en place. On part déjà avec une offre qui marche. On part déjà avec une marque qui existe déjà. On part déjà avec une clientèle qui existe déjà. Et ça, c'est un avantage considérable. Et ça enlève beaucoup, beaucoup des tracas de la création d'entreprise. Parce que je m'enlève le poids de l'inquiétude financière, d'accord? Bien sûr, en plus, Pour il y a aller beaucoup de choses qui sont vraiment, et qui sont vraiment assez, chiantes, on va le dire. C'est-à-dire que bon, tester un produit, se prendre des échecs, voir que ça fonctionne pas, retester, refaire
benchmarket. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont pas très intéressantes. Alors, il y a des profils d'entrepreneurs qui adorent la création, qui sont même qui créent et qui délèguent derrière. Moi, j'aime beaucoup la création. Et il y en a à l'inverse, c'est des profils qui détestent la création, qui sont là dans je veux faire fonctionner des process, qui détestent le fait de lancer un nouveau produit, de faire tester un service et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça aussi, on va le mettre dans l'avantage parce que lancer, créer une entreprise, et beh, ça met, 2-3 ans au moins pour vraiment que ça tourne, avoir un gros coup de bol et de suite avoir le truc qui marche. Mais encore que, il faut, faire connaître la marque, avoir une vraie marque, un vrai branding, le faire connaître, mettre de la publicité. Alors que là, tout est prêt. C'est-à-dire que de suite, on a, la partie chiante qui a été faite et on Mmh. peut, que prendre son pied dans le développement, dans les process, dans améliorer tout simplement l'entreprise. Tu gagnes 10 ans. Moi, c'est à peu Tu veux près dire qu'on gagne le 10 ans, voilà. moi, je pense que c'est à peu près ça. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question des risques. On dit que c'est risqué de reprendre par rapport à entreprendre, mais c'est parce qu'on a une perception du risque qui est un peu biaisée. Parce que c'est quoi aussi le risque de perdre 5 ans? Enfin, tu vois, à vouloir lancer sa boîte, etc. Moi, Bien je vais être sûr. tout à fait honnête, je suis tombé un peu dans ce truc-là, tu sais, de créer une boîte à un moment. Tu vois, je me dis, Aurélien, et tu n'as rien démontré, tu as toujours repris des entreprises, ok, tu les as fait prospérer, tu les as améliorés, mais qu'est-ce que tu as démontré? Est-ce que toi, tu en es capable de vraiment créer? Et j'ai essayé de créer. Tu sais, j'ai acheté les formations, dropshipping, e-commerce, etc. Et j'y suis pas arrivé. C'est beau. C'est un truc de dingue. Mais j'y suis pas arrivé. Mais c'est parce que Après, il y a des milliardaires qui ont jamais créé une seule entreprise, hein, aussi, donc bon. mais c'est ça, mais après, si tu veux, je veux pas dire que c'est mieux de créer ou de reprendre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est un feeling. Et on n'est pas tous faits pour créer, puis on n'est pas tous faits pour reprendre. Il faut surtout s'écouter soi et puis suivre un peu son feeling. Et c'est vrai que quand je parle de la reprise, j'ai deux. Et je sais que je vais avoir deux réactions aussi là. Il y a des gens qui vont me dire non, moi je suis dans la création et ça marche très très bien pour eux. Puis il y en a qui vont pas comprendre pourquoi la création ça marche pas alors qu'ils ont la fibre entrepreneuriale forte. Et Et puis quand je justement, leur c'est parle un de la excellent retour que tu nous fais. Parce que ben oui, parce que j'imagine quand je leur que parle de la reprise, tu sais, voilà. je vois une étincelle dans les yeux, Oui, mais mais déjà, il y en a plein évidemment, qui savent pas que ça existe limite mais c'est ça. et surtout, il y en a qui se disent: «Mais putain, ça fait 15 projets que je lance, à chaque fois ça fait faillite, je ne Mais oui. comprends pas» et toi, tu nous dis qu'effectivement, tu avais voulu, mais bon, Mais oui, j'imagine non plus que alors tu que as j'ai pas beaucoup d'ex voilà enfin, tu vois, tu sais, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience. et tu as des Je pars pas succès de dans la zéro, reprise. tu vois? Et vraiment, enfin, c'est difficile pour moi de créer, tu vois? Le seul projet entrepreneurial que j'ai créé et qui commence à marcher, si tu veux, c'est mon accompagnement autour de la reprise d'entreprise, tu vois? C'est vraiment le seul projet, mais sinon tout le reste, ça a toujours des projets qui ont été un peu a avortés, au désespoir de ma femme qui me regarde et qui me dit: «Vraiment, arrête, pourquoi tu passes des heures et des heures à faire des trucs alors que ça marche bien ailleurs?» tu vois? Mais bon, C'est c'est un vrai, peu, normalement, quand il y a un truc qui fonctionne, il y en a beaucoup aussi qui vont se dire, qui vont passer à autre chose, alors que non, il suffit aussi tout juste de simplement aller, là où on est très, très bon, dans son excellence, dans son sweet spot, comme disent les Américains c'est et ça. de mettre toute son énergie dedans. D'ailleurs, Mmh. tu fais bien de le mentionner rapidement, mais je le dis plus clairement. Donc oui, tu as un programme d'accompagnement pour les personnes qui veulent reprendre des entreprises, sur le quoi alors si je me trompe pas, il y a une formation plus un accompagnement derrière et nous, ce qu'on s'est dit, tous les 2 avec Aurélien, c'est que les personnes qui voudraient, f prendre cet accompagnement, en plus, moi, je leur offrais ma formation sur la digitalisation, ce qui est vraiment est complémentaire parce que moi, dans ma formation, on ne parle pas de reprise, mais d'ailleurs, je crois qu'Aurélien, tu étais un client, il y a Oui, plusieurs années, je crois en 2018, tu as été client chez nous oui, oui. et donc voilà, on a cette offre-là pour ceux qui s'intéressent, hein, on va pas en parler des heures, mais sur la formation, l'accompagnement, tu pourras en dire 2 mots juste après Aurélien, sur la reprise d'entreprise avec packagé ma formation Presta 2.0 sur la digitalisation des entreprises, sur, tout ce que ça englobe, hein, la gestion des réseaux sociaux, la prospection, ainsi de suite. Donc, est-ce que tu peux nous en parler 2 petites minutes? Oui, alors déjà, merci de m'offrir cette opportunité d'échanger autour de ça. Moi, je suis vraiment très, très content et quand tout à l'heure, quand j'ai expliqué qu'on avait une mode infopreneuriat, dans mon esprit, c'était assez positif parce qu'on est en train de sensibiliser toute une génération à la reprise d'entreprise et ça, c'est vraiment top et merci François, d'aider à contribuer à ça parce que, on a, encore une fois, vraiment une opportunité en face de nous et je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se retrouver là-dedans. Bien L'accompagnement, sûr. j'allais dire réservé. Il est en tout cas dédié à des personnes évidemment qui veulent se lancer
dans la reprise d'entreprise et qui ont déjà mûri le projet, d'accord? C'est-à-dire que quand j'ai pensé cet accompagnement, initialement, j'avais fait une formation un petit peu comme tout le monde, dans lequel j'avais mis tout mon savoir. Parce que même si ça fait 11 ans que je fais ça, je vais être tout à fait honnête, ça fait que 5 ans que je suis vraiment rentable sur les opérations de reprise. Parce que pendant 6 ans, moi, j'ai fait ça tout seul. Et pendant, moi, Ouais, ouais. j'avais pas de formation, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas grand-chose. Puis, j'ai même pas cherché, tu vois, on n'avait pas Pas l'accès à été mentoré l'information, non au plus. Oui, savoir. oui. Ah bah, Oui, il y a 10 ans, non, non, non. comme aujourd'hui. Donc, si tu veux, ça fait 11 ans que je fais ça, mais pendant 6 ans, je me suis mangé des murs et j'ai perdu de l'argent sans perdre de l'argent sur le compte en banque, mais j'ai quand même beaucoup perdu de temps On et n'a pas d'énergie. gagné. Enfin, voilà, Voilà aussi, c'est donc. un apprentissage. Voilà. Ça a été un apprentissage 6 ans et 5 ans vraiment où maintenant je capitalise beaucoup, puis ça va très, très vite Bah, maintenant. comme je dis toujours, c'est une exponentielle aussi. Donc, c'est C'est certes, ça. sur le temps, tu as l'impression que c'est moitié-moitié, mais au final, sur les 5 dernières années, c'est là que tu as explosé, c'est là que tu as fait tout ton patrimoine, c'est là aussi que tu as eu tous tes succès. Donc, c'est normal aussi. Voilà, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est une courbe exponentielle et tu vois, j'ai publié mes objectifs, sur, ma chaîne YouTube et mon objectif à 3 ans, c'est 50 millions, tu vois? Donc ça peut paraître énorme, mais au final, je rediscutais avec mon partenaire, c'est presque bas, mais parce que on est dans une Oui, logique de reprise. En fait, c'est normal d'aller sur des objectifs qui soient comme ça, oui. c'est juste la courbe normale, en fait, des Alors, choses. c'est normal. Et, par contre, oui, voilà, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de 50 millions en cash, hein, on parle de 50 millions de patrimoine sur les entreprises. C'est ça, c'est capitaliser. C'est-à-dire que la société Valorisation. en tant que telle, la valorisation, la valorisation, la société vaut 50 millions. Mais encore une fois, c'est juste pas pour frimer ou quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer que c'est une courbe, c'est la courbe normale que l'on doit suivre. Alors, pour reparler de l'accompagnement, comme je disais, il est réservé aux gens qui sont déjà dans cette logique-là. Parce que initialement, je voulais en faire qu'une formation, je l'ai vendu en tant que formation au tout départ, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment par l'accompagnement qu'il y avait, j'allais dire, du succès. En tout cas, Oh que je oui, pouvais suivre ce qui se passait. Et comme je ne le fais pas pour l'argent, même si j'aimerais bien que ça réussisse parce que c'est mon premier projet de création qui commence à dans la marcher, connaissance pure. voilà, c'est ça. Mais ce que je souhaite, c'est pas faire de l'argent, encore une fois, c'est d'accompagner des entrepreneurs à porter leurs projets parce que j'ai un besoin personnel de contribution autour de ça et que voilà, c'est comme ça. Oui, Et que j'ai, on voit que c'est aussi excitant pour toi, mais voilà, c'est ça, c'est que moi j'ai envie d'aider des gens à le faire et à apporter ça. Donc, du coup, j'ai prévu, à côté de cette formation dans laquelle il y a tout, les 11 ans, dont les 50 galères, il y a un accompagnement avec moi en one-to-one en partie, et puis en partie en groupe, puisque maintenant il y a une trentaine de personnes qui font cet accompagnement, et on échange régulièrement, plusieurs fois par mois, au sein c'est simplement une conférence Zoom dans laquelle chacun expose un petit peu voilà, ses difficultés s'il en a, ou ses réussites s'il en a. Et puis, moi, je contribue, je donne un petit peu des éléments privés des reprises sur lesquelles je suis actuellement, un petit peu ce que je sens par rapport aux tendances. Voilà, en ce moment, on a le Covid, mais des fois, il y a d'autres choses, des éléments d'actualité. Voilà, je tiens à informer. Et c'est un accompagnement qui dure 6 mois. Et dans cet accompagnement, il y a aussi des gens qui nous apportent des deals en disant, bah, tiens, moi, je vois mon entreprise, je trouve que ce que vous faites, c'est intéressant. Est-ce que ça n'intéresse pas l'un d'entre vous? Moi, j'ai de l'argent et j'aimerais bien investir à vos côtés. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Voilà, on a un aura qui est en train de grandir autour de ça. Et du coup, je peux en faire aussi bénéficier des gens qui font de la reprise autour de moi. bah, génial. On mettra tout dans la description, les détails, le lien et tout ce qui est nécessaire. Mais en tout cas, c'est très pertinent. Bon, ceux qui me suivent depuis très longtemps, bah, comme c'est aussi par toi, Aurélien, tu sais que je mets très peu de personnes en avant, encore moins de la Oui, promotion c'est pure. vrai. Mais il faut que, voilà, que ça soit quelque chose qui me parle, que je sache que la personne est sérieuse. Bon, en plus, là, indirectement, ça fait plusieurs années qu'on se connaît et que ça soit vraiment congruent avec ce que je dis. Parce que là, clairement, quand je parle d'investissement, je parle aussi très, très souvent d'investir dans l'économie réelle et là, indirectement, c'est ça. On investit dans l'économie réelle. Certes, c'est de l'entrepreneuriat plus, mais c'est de l'investissement. Le financement qu'on a à la banque, c'est dans l'économie réelle, donc on est pleinement dedans. Pour ceux que ça intéresse, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Non, mais c'est vrai ce que tu dis et ça pourrait être un peu le mot de fin. On va avoir une crise extraordinaire qui va arriver en face de nous et
on peut être acteur du changement de ce qui va se passer dans le coin de notre rue. Et on peut aider Oui, des entrepreneurs. Et je sais qu'on peut le faire et parce c'est qu'on beau. n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidité qui est présente aujourd'hui et qui ne demande que ça, investir dans l'économie réelle. Simplement, il n'y a pas la porte d'entrée. Les portes d'entrée sont pas forcément évidentes à trouver. Si on a un peu de liquidité, on sait que c'est pas facile de le placer. On a quelques plateformes de crowdfunding, mais c'est un peu obscur. Enfin, c'est Ouais, pas, c'est différent encore, ouais. c'est pas congruent, c'est pas tangible. C'est comme Là, le private equity, la reprise d'entreprise. c'est ça. Il y a pas de site qui te référence tout ça et puis même s'il y aurait un site sur investir sur telle ou telle startup, ce serait déjà trop tard. Parce que, Mmh. si tout le monde est au courant du truc, bah, c'est soit c'est beaucoup trop cher ou c'est plus le bon moment. Donc c'est sûr que c'est des domaines, c'est pas évident, parce qu'il faut un minimum de réseau, ou faut un minimum de connaissances peut-être, mais c'est aussi ça qui fait que c'est dans l'économie réelle. Mais c'est sûr que là, on parle aussi de potentiellement, bah, investir dans sa propre ville, dans son quartier, dans l'entreprise, au coin de la rue. Donc c'est vraiment génial et Mmh donc ça et parle ça indirectement de la ça crise, peut ouais. donner vraiment un aura énorme à votre projet, et vous aurez toujours de C'est l'argent, en excitant. fait. Vous aurez toujours des gens qui viendront vous financer si votre projet, il vous parle, il vous fait vibrer et puis que vous êtes complètement aligné sur un certain nombre de ratios financiers. Et quand je dis un investisseur, c'est pas forcément un investisseur qui va prendre 50 de vos parts. Je veux dire, aujourd'hui, même un 4 ou un 5, il y a plein de gens qui rêveraient de placer Bien 4 ou sûr. 5 dans un projet qui leur fait kiffer. Et ne vous bloquez pas en vous disant: «Ça va être difficile de financer», c'est pas vrai. Et il y a de l'argent partout Il y a de l'argent et partout. C'est et surtout, vraiment, je le dis souvent même, bah, là, encore une fois, un exemple d'un des membres de mon mastermind ou même par rapport à Aurélien, comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça leur vient pas à l'esprit de me demander à moi. Je leur mais dis: oui. «Mais te t coucou, je suis là», genre, mais si tu me vends bien le truc, si je vois que tu es motivé et que ça t'excite et que tu es dans ton excellence, bah, demande-moi, à la limite, je peux mettre un billet aussi et ça vient pas à l'esprit des gens, de d'aller Mmh. voir à l'extérieur, de demander potentiellement aux proches qui ont de la liquidité, de demander, c'est aussi une question de collaboration. Je suis pas juste là pour apprendre. Si derrière, je vois que ça va fonctionner, moi aussi je peux mettre un billet, j'en ai mis, dans plusieurs dizaines de startups déjà. C'est à peu près la même chose à la reprise d'entreprise. Donc oui, bien sûr, l'argent est partout. Et en parlant d'argent, une question très importante, le financement. On a parlé de mettre de l'apport au début, mais les techniques de sans apport, moi, je les connais. Est-ce que tu peux en dire un mot? Parce que tu m'as dit avant de commencer l'émission que c'était la croyance numéro un quand même. Oui, alors on a déjà évoqué en disant que déjà, il y a beaucoup d'argent. Il y a 200 milliards qui ont été placés sur le livret A en plus de ce Oui. qui est d'habitude placé sur le C'est livret A les parce Français qu'il y a champions d'Europe, beaucoup de hein, mais liquidités. Moi, tu vois, on a de l'argent, tu vois, mais c'est vrai qu'on ne le dépense pas aujourd'hui parce que tu vois, là, on est dans un hôtel, bah voilà, tu peux pas aller au restaurant en bas. Enfin, tu vois, il y a de l'argent. Il y a beaucoup, beaucoup, mais beaucoup, beaucoup moi, c'est d'argent. mon gros problème en ce moment, c'est que j'ai trop de liquidités, Mais bien trop de sûr, moi trésors aussi, c'est pareil. et je On veux est m'en trop en débarrasser un cash. maximum. Mmh. Et bien sûr, on est trop en cash, mais il y a beaucoup, on est beaucoup dans cette situation-là, hein. Donc, encore une fois, on est sur une chaîne sur laquelle on peut le dire sans être jugé, ou peut-être qu'on sera jugé, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pas pour le dire, c'est pour faire comprendre que on peut avoir la croyance inverse qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui savent pas où le mettre. Et Voilà, ça, non, là, il y aura un problème c'est si une on est vraie en train de se réalité. dire: «On va s'acheter une Ferrari avec», là, ce serait un Oui, problématique, mais voilà, c'est ça. Voilà. parce qu'on est Donc en train de déjà, quand on part avec cette croyance-là, parce que hein, la pensée, c'est déjà hein, les bonnes pensées mènent aux bonnes actions et mènent aux bons résultats. Donc, il faut déjà avoir les bonnes pensées. Et la bonne pensée va être guidée par la bonne question. Et la bonne question, c'est comment je peux faire pour drainer de l'argent à moi, cet argent qui stagne un petit peu. Et oui, ça va se faire par un super projet. C'est quoi un super projet? C'est un projet qui est sur ses deux pieds. Un premier pied qui va être on va revenir sur cette histoire de cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est-à-dire une unité créative. Par exemple, je vais prendre cette entreprise, je vais la digitaliser de telle et telle manière, je vais lui insuffler un développement particulier qui va générer de la croissance et qui va reposer également sur un deuxième pied qui est le pied économique, financier, la lecture oui. financière des choses. C'est-à-dire que, OK, tu as pensé à un super développement, mais concrètement, c'est quoi ton chiffre d'affaires? C'est quoi à 2 ans? C'est quoi ta rentabilité à 3 ans, à 4 ans? Il faut arriver à répondre à ces deux questions-là. Et moi, comme toi, je suppose, on a beaucoup, beaucoup de dossiers qui viennent à moi et qui viennent à nous. Et très souvent, moi, ce que j'ai constaté, peut-être que tu me contrediras, c'est qu'ils sont toujours que sur l'un des deux pieds. Soit on te dit, Oui, écoute, ça va être super rentable, mais on n'est pas capable de me le démontrer. Ou alors on me dit, le projet, il est extraordinaire. Et toi, tu dis, mais c'est génial. c'est Et, vrai.
Et tu es pas capable. Et par contre, quand tu regardes les chiffres, tu comprends pas. C'est Et ça. en fait, quand tu comprends ça, tu comprends un truc énorme. Et quand tu as compris ce truc-là et que tu arrives à le faire, c'est-à-dire à faire, moi j'appelle ça des business plans Léonard de Vinci, tu vois, parce que Léonard de Vinci, lui, il avait bien son cerveau droit et son cerveau gauche. C'était très, très équilibré. Clairement. Quand tu as un projet qui est très, très équilibré, que tu as une présentation très, très équilibrée, tu lèves du financement. Et ce financement, contrairement à la location immobilière, à l'immobilier, il va être extrêmement, extrêmement, extrêmement créatif. On va pouvoir faire rentrer des investisseurs. On va pouvoir même discuter avec le cédant. Et tout à l'heure, on parlait du sans-apport. L'apport, ça peut être quoi? L'apport, ça peut même être de dire, voilà, on se met d'accord sur le prix. Et puis, ce que je propose, c'est ce qu'on appelle un crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est on va se mettre d'accord sur des échelonnements de paiement avec le cédant en disant, écoute, moi, ton entreprise, elle me plaît, j'ai envie de mettre tel et tel développement. Le cédant, il est emballé et on va dire, il faudrait m'aider. Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, je vous paye 80%, puis il y a 20% que vous gardez encore quelques temps et ces 20% vont permettre Mmh. de faire l'apport, par exemple. Ou tu vas avoir l'investisseur qui va dire, tiens, ton projet m'intéresse, je te propose de te prêter de l'argent pendant 5 ans à un taux X, d'accord? Et ça va être ton apport. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de montages, ce qu'on appelle des montages en haut de bilan, qui permettent de C'est ça. sortir de ces histoires d'apport. Et puis, des fois, on a même des banquiers. En fait, l'apport, il est lié à quoi? Il est lié au risque. C'est comme dans l'immobilier. On peut acheter de l'immobilier locatif sans apport, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Hein. Et donc ça, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque pour la banque. Et la banque perçoit un risque quand on va dire, je reprends l'entreprise, mais je la reprends un petit peu trop cher. Je n'ai pas de développement et en fait, l'argent que dégage l'entreprise va permettre tout juste de payer l'annuité. Ouais, Quand la banque, si on prend la banque cette fois-ci, regarde ça, elle va se dire, mais attends, ça veut dire que le moindre Covid, la moindre difficulté, cette entreprise est en cessation de paiement et on a une exactement. difficulté, il faut leur demander de l'apport pour éviter ça. Et donc, ce que l'on va faire pour éviter ça, c'est aller, encore une fois, chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de croissance. Parce que si, moi, tu vois, je suis dans le tourisme, d'accord? C'est mon secteur de prédilection, c'est dans le tourisme. Et Mmh, je très n'ai pas fait intéressant, ouais. appel, tu sais, aux garanties de l'État. Tu sais, j'ai pas fait appel à des prêts garantis par l'État, Mmh, etc. mmh. Alors qu'on sait que 95% des acteurs du tourisme ont fait appel à ces prêts garantis par l'État. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de trésorerie. Et pourquoi on a beaucoup de trésorerie? Parce qu'on est tout de suite allé chercher beaucoup, beaucoup de rentabilité dans les projets que l'on a portés. C'est-à-dire qu'on a multiplié tout de suite la valeur par 4-5 des entreprises que l'on reprend. OK. Et ça permet d'avoir, maintenant je sais que quand je discute avec mon banquier, peut-être qu'il a changé d'avis, mais pour l'instant, il me dit on peut vous prêter quasiment sans apport pour des reprises d'entreprise aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais c'est super intéressant. Super intéressant. Après, ça rejoint aussi un peu l'immobilier, hein, dans un sens, encore une fois, c'est-à-dire que, l'apport, de pas mettre d'apport, c'est possible, mais encore une fois, c'est pas que, c'est pas le saint graal non plus. C'est-à-dire que mettre des fois un apport, c'est aussi très bien. C'est-à-dire que, ça fait augmenter le cash flow, ça rassure, tu prends moins de risques et si on peut se le permettre, c'est très bien, ça rassure la banque. Derrière, encore une fois, il y a moins de risques sur le long terme par rapport à ce qu'on a eu comme financement. Donc, après, c'est possible, il y a des techniques, il y a des façons de faire. Donc, bien sûr, encore une fois, il faut les connaître, encore une fois. Oui, c'est ça. Mais Après, c'est faut connaître ça, mais c'est vrai oui, que, tu vois, des fois, on nous parle du 100% crédit vendeur, c'est-à-dire qu'on va dire à notre vendeur qu'on va le payer sur 5 ans, par exemple, je sais pas moi, oui, 20 000 euros par an pour oui, lui payer ses 100 000 euros, d'accord? Donc ça, c'est des choses aussi c'est possible de le faire. C'est dans des cas beaucoup plus limités, c'est quand on est sur des entreprises qui sont peu liquides, c'est-à-dire qu'elles sont pas faciles forcément à vendre, et nous, on va les rendre plus faciles après pour qu'elles soient liquides. Mais ça, c'est aussi des biais qui peuvent exister, même si c'est plus rare. OK, c'est très intéressant encore une fois, bon, je pense que ça pourrait être une émission qui dure, plusieurs heures. Oh là Donc là. on va se calmer un petit peu. Est-ce que tu peux nous faire part de, on va aller sur un petit peu plus, l'émotionnel, sur ta plus grande difficulté, ouais, alors ouais, vraiment ta plus grosse merde qui t'est arrivée et voilà, peut-être aussi ta plus grande réussite, ça sera une très belle façon de terminer cette émission. Ouais, alors ma plus grande difficulté, c'est quelque chose dont j'ai très, très enfin, j'en ai quasiment jamais parlé sauf, dans des cercles très, très intimes. C'est une entreprise que je souhaitais reprendre, sur laquelle j'ai mis énormément, énormément d'énergie, dans lequel j'étais dirigeant, salarié dedans, dans le cadre en vue de sa reprise, sur lequel j'avais c'est le dossier sur lequel j'ai le plus appris parce que j'ai travaillé avec des partenaires institutionnels, très, très connus et très, très D'accord? importants. C'était un super dossier, mais malheureusement, on s'est fait damer le pion au dernier moment par un milliardaire
qui nous a repris le dossier parce qu'il y Achète avait, cash. il y avait une part immobilière très très forte et et ça a été j'ai mis peut-être 2 ans à m'en remettre parce que ça a été émotionnellement très très dur parce qu'il y a eu des licenciements. Mmh. Et puis, au-delà des licenciements, il y a une partie de mon ego et de mon estime de moi-même qui en a pris un coup parce que c'est un projet que je portais sur lequel j'avais pensé à un développement extraordinaire. Enfin, franchement, le dossier, il avait un potentiel colossal et on n'a pas pu, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et je l'ai vécu enfin, ça a été Ouais, c'est difficile. compliqué. Mmh. Émotionnellement, ça a été vraiment très, très dur. Je me suis fait accompagner pour sortir de ce mindset là. D'accord, OK. Euh, mais je pense que c'est le dossier le plus important de ma vie parce que c'est celui aussi qui m'a sorti en partie de l'ego. Et même si je sais que je suis encore dedans, ça m'a permis tu sais, c'est la difficulté qui te permet de t'apprendre l'humilité et de Bien sortir de la sûr, mais après prétention de voilà, dire je suis tout le temps dans la c'est réussite. Voilà. toujours, c'est pas vraiment un problème, mais c'est à long terme. C'est-à-dire qu'après, tu vois les bénéfices, après tu vois que ça t'a été utile, que tu as Mm, appris des choses et tu le vois qu'après. C'est-à-dire que sur le mm. moment, c'est compliqué, la pilule est difficile à avaler et j'imagine encore plus si c'était un très beau projet, voire le plus gros potentiellement de ta carrière. Ouais, ouais, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup, il y avait il y avait pas mal de salariés. Il y a eu des dettes qui ont dû. Bon, moi, j'étais pas responsable des dettes puisque moi j'ai appris enfin, quand je suis arrivé dirigeant de cette boîte, elle était déjà en redressement judiciaire, elle avait déjà Hein, des hein. difficultés Hein, hein. et on a pu quand même beaucoup améliorer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu l'amener au pivot qu'elle méritait. Mais par contre, j'ai énormément appris. Je sais, enfin, franchement, je me ferai plus jamais avoir comme je me suis fait avoir là. Bah, Ça voilà, c'est top. clair. Non, mais c'est très intéressant. C'est aussi pour ça que je pose cette question souvent en interview, hein. C'est, pour montrer, ce que ça représente vraiment derrière, les difficultés et que c'est pas tout le temps 100 de réussite, Non, hein. non, c'est pas tout le Mmh. temps, c'est clair, c'est pas tout le temps rose. Là, c'était un dossier qui était dans lequel j'étais partie prenante, même si j'étais un des éléments moteurs, j'étais pas le seul décisionnaire. Il y avait beaucoup de monde autour de la table. C'est un dossier à plusieurs millions d'euros. Donc, c'était un très, très gros dossier, mais c'était très, très intéressant. Et alors, ma plus grande réussite, J'imagine que c'est dans les 5 dernières années, du coup? ouais, je suis très fier d'un dossier. C'est pas financièrement, c'est pas celui qui m'a rapporté le plus forcément, mais je suis très très fier d'un dossier qui est un dossier en Saumurois. Je suis propriétaire d'un site touristique en cave troglodytique et Waouh! OK, on accueille 50 000 personnes par an. Et on génial. fait la culture du champignon de Paris et puis d'autres champignons. Et les gens viennent visiter ça. On est en bord de Loire. C'est un site extraordinaire. Moi, je fais que ça, hein, que des lieux et des expériences d'exception dans le Voilà, tu vois, tourisme, dans tu là, tu me donnes envie, l'hospitality. là. Ouais, le site est magnifique et je vais pas dire mal géré, mais il avait un potentiel énorme et on a révélé le potentiel et aujourd'hui, c'est un des sites références de Saumur et ça, en tout cas, j'en suis fier, tu vois. C'est une belle réussite et d'ailleurs, je le montre en privé si ça vous intéresse, si vous me suivez sur la chaîne et que vous vous abonnez un peu à mes contenus, je le diffuse dans mes emails privés, je le filme et je montre le lieu. C'est un lieu magique et féerique, vraiment. Ah, tu me donneras l'adresse que j'aille faire un petit tour. Oui, oui, oui. Non, mais après, c'est encore une fois, c'est sérieusement, surtout que moi qui prône très, très souvent le territoire français, bah, on y est, quoi. C'est aussi indirectement le patrimoine, quelque chose qui me touche particulièrement. Donc Ouais, mais bravo, bravo ouais, c'est pour un ça. super lieu. Il y a un restaurant, tu vois, on a une activité de restauration, on a une activité de boutique et on a une activité de visite et on cultive des shiitakes, des champignons de Paris, des pleurotes, enfin voilà, toute une gamme de champignons autour de ça. Félicitations et bah, merci beaucoup Merci. pour ces partages. C'était vraiment passionnant. Je pense que ça le sera pour la personne qui nous écoute. N'hésite pas si tu as une question, hein, les commentaires. Ouais, tu as Aurélien, tu as moi aussi indirectement, si j'accompagne maintenant des personnes aussi sur la thématique. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin pour conclure cette très belle émission, Aurélien? Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui est la prise de participation. Sachez que si aujourd'hui vous êtes, et je sais qu'il y en a qui vous êtes expert d'un domaine, d'accord, par exemple dans le digital, et j'en connais, et on a des connaissances d'ailleurs mutuelles sur le sujet, des gens qui ont des agences digitales ou vous avez une expertise particulière et que vous souhaitez
Mmh. faire profiter de cette expertise, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la prise de participation. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire payer en cash, c'est-à-dire je vends une prestation 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 et c'est toujours difficile parce qu'on impacte les trésoreries des entreprises et Oh oui. c'est Mmh, délicat. mmh mh. On peut le faire contre prise de participation. C'est-à-dire qu'on va se Tu dire, fais bien de le bah, mentionner, oui. voilà, je vais t'aider à développer ta boîte et on se met d'accord, je sais pas, je prends 20 de ta boîte par exemple et on la fait exploser parce que moi j'ai les capacités, j'ai les connaissances pour t'aider à le faire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Au lieu de vous faire payer en cash, je vais vous faire payer ce qu'on appelle en titre de participation, en titre de société, d'avoir des parts sociales ou des actions en fonction Beh, c'est de c'est la forme. très, très, très intéressant encore une fois, par rapport au fait qu'il y ait aussi des gens qui n'arrivent pas à trouver de clients, mais ou Mais bien sur sûr, lequel là, ça peut être, vraiment énorme comme retour sur investissement et on rejoint le milieu du private equity, également parce qu'il y a énormément de startups aussi qui ont pas de trésor au début et qui, payent, oui, des employés ou de personnes extérieures, des prestataires avec des parts, tout simplement. Enfin, oui, même si je ne me trompe pas, il y a énormément de grandes startups qui sont devenues des multinationales, à commencer par Facebook, qui au oui. début payaient les toutes premières personnes avec des parts et crois-moi qu'avoir 0,0001 de Facebook, bah, tu es multimillionnaire. Heu, Mmh. donc Non, mais c'est sûr, c'est c'est vrai. génial, c'est génial. Et c'est vrai et en plus de ça, c'est qu'on ne vient pas impacter la trésorerie, c'est même mieux que ça puisque Bien sûr, comptablement, tu sais, l'entreprise, les bilans comptables d'une entreprise, c'est le compte de résultat. Alors ça, tout le monde le connaît, hein, le chiffre d'affaires, moins les charges égale le compte de résultat, ce que je gagne à la fin. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient qu'une entreprise, ça doit aussi être sur ses 2 pieds, ça a aussi un bilan. Et un bilan, c'est un actif et un passif. Et qu'est-ce qu'on a à l'actif? Et le fait de faire de la prise de participation embellit les comptes de l'entreprise puisque plutôt que d'avoir une dette de 50 000 euros auprès d'un fournisseur, ces 50 000 euros, ils vont remonter en haut de bilan et ils vont et aller clairement. dans les capitaux propres, d'accord, dans les fonds propres. Et donc, ils vont améliorer le bilan. C'est-à-dire c'est comme si toi, tu venais et tu mettais 50 000 euros dans l'entreprise et tu dis, bah, je l'ajoute au capital social. Oui, Je vulgarise sans la parler comptabilité, mais c'est ça. de l'expertise que ça apporte parce que, encore une fois, l'equity, c'est ça. C'est-à-dire que quand un business angel va mettre un billet, bon, tu as vraiment les sleeping partners. C'est vraiment quelqu'un qui fait rien, qui attend que ça revienne, plusieurs années après, mais tu as énormément de partenaires, en fonction alors moi, je le fais des fois, et des fois, je le fais pas du tout. Je suis un sleeping partner, mais là, par exemple, il y a une entreprise dans laquelle j'ai investi, une startup dans, la blockchain, dans la crypto. J'en parlerai très bientôt dans la prochaine FAQ et dans lequel je fais un point trimestriel avec eux, je leur apporte une partie de mon réseau, j'apporte des solutions et alors que moi j'ai mis un billet dedans, toi, je ne travaille pas directement dedans, mais c'est presque la même chose vis-à-vis de la reprise d'entreprise et c'est génial par rapport, comme tu dis aussi, vis-à-vis du bilan, de ce que ça Mais bien représente. Donc sûr, oui, parce que c'est tu une améliores solution. le haut de bilan, donc tu as une présentation comptable qui est beaucoup plus correcte plutôt que d'avoir une dette auprès d'un fournisseur. Et ben, tu as, un nouvel actionnaire qui a mis de l'argent dedans et donc qui renforce ce que possède la société. Donc ça, c'est véritablement top. Et puis, ça permet, encore une fois, de ne pas avoir de la trésorerie qui soit impactée parce que quand on est prestataire, on va être obligé parfois, pas tout le monde, mais un certain nombre vont se dire, bah, tiens, je vais un peu réduire mon prix parce que en vrai, ma prestation, elle vaut 50 000, mais 50 000, ça ne passera pas pour cette société. Donc, je baisse mon prix. Là, on se paye correctement. Ouais. Et on peut le faire en moitié-moitié, par exemple. Bah, tu me payes 20 000 et puis les 30 000, je les prends en equity, par exemple. Voilà. C'est des choses qui peuvent être faites et Tout à fait. on a un avantage extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de créativité qui peut être insufflée et qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Simplement, il faut être un petit peu au fait de ce qu'il est possible de faire. Mais dès qu'on rentre là-dedans, on se dit, ah, mais je peux faire ça. Ah, mais je peux faire Bien ça. sûr, Ah, mais et je peux c'est reprendre ça. une entreprise, j'ai pas besoin d'amener de l'argent. Ah, mais voilà. Et donc, c'est un peu, encore une Je peux fois, employer François, les gens sans sortir de cash. C'est ça, ouais, ouais. François, vraiment, je te remercie beaucoup parce que ça permet de sensibiliser à ça. Et merci pour ça parce que c'est important. Non, mais c'est génial et je pense qu'on a ouvert pas mal de portes aussi pour beaucoup de personnes. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'opportunités aujourd'hui et Mm. bah, je te remercie encore une fois. Voilà, si tu as des questions, bah, tu as, la chaîne et tu as la description, hein, pour vraiment mettre, ce que tu veux en commentaire. On y répondra avec grand plaisir et bah, on se dit à très bientôt. Encore merci Aurélien. Merci beaucoup à toi et puis merci aux gens qui nous ont écoutés de propager ça aussi, de faire connaître ça peut-être à des amis qui cherchent un peu d'entrepreneuriat puis qui peut-être la reprise pourrait être une solution pour eux. Exactement, on partage au maximum cette émission et ben, on se dit à très vite dans une prochaine émission. Merci, à bientôt.